voulais vous poser deux questions, si c'est possible. La première question, c'est voilà, c'est une question, je n'ai vraiment pas d'avis sur la question, mais qu'en est-il de la capacité, enfin, que peut-on attendre raisonnablement de la capacité future de la génétique au niveau thérapeutique? C'est-à-dire au niveau diagnostic, vous en avez abondamment parlé, mais au niveau thérapeutique, voilà. Vous voulez que je vous pose... bon, Oui, je vais vous dire en deux mots, puis après peut-être ça serait intéressant que la salle, qui doit être cuite complètement par la chaleur, vous avez prévu des réhydratations parentérales si les gens font des hydratations, non? La question, je la répète, c'est en quoi l'essor de la génétique peut aboutir non seulement à un diagnostic, mais aussi à des thérapeutiques innovantes. Deux réponses. Remplacement de gènes s'appelle la thérapie génique. Il y a quelques exemples, mais très peu nombreux. On en parle beaucoup, mais les résultats se font attendre. Il y a deux domaines où ça peut marcher. Les maladies hématologiques, les déficits immunitaires, les maladies rétiniennes, voilà, et un peu les maladies de la peau. Ça prendra du temps, il y a quelques succès, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. En tout cas, sans proportion avec les espérances d'il y a 15 ou 20 ans. Ça ne veut pas dire que le concept n'est pas bon, hein. Ça veut dire que c'est difficile d'envoyer un gène dans des cellules de l'oreille ou du cerveau. Donc ça pose la question de l'accessibilité des cellules aux gènes médicaments. Quand il y a des milliards de gènes, des cellules musculaires à modifier, c'est difficile. Quand il y a quelques cellules médulaires à transformer, c'est plus facile. Donc première réponse, c'est la réponse bateau, mais qui n'a pas encore été concluante. Il y a eu des exemples prestigieux, les bébés bulles, peut-être les hémoglobinopathies, thalassémie, drépanocytose, quelques exemples avec les maladies rétiniennes. Mais l'autre piste, mon dada à moi, c'est de vous répondre que la génétique nous donne la cause, nous situe l'obstacle. C'est comme Wise, quand vous regardez votre téléphone portable, vous voyez qu'il y a un embouteillage, il y a un accident, il faut sortir de l'autoroute parce que ça va être le bazar. Bon, c'est ça qu'elle nous dit, la génétique. C'est coincé, ça déconne complètement. Mais l'intelligence humaine ne va pas aller faire sauter le bouchon, trop difficile, mais elle va utiliser un truc, une déviation. Et donc, à mon avis, l'essor des thérapeutiques issus des connaissances de la génétique, ce seront les médicaments, soit remplaçant le produit d'un gène, soit contournant un obstacle. Et ça commence à marcher. Tant que vous ne comprenez rien à la panne, vous ne pouvez rien faire. À partir du moment où vous savez où il y a un embouteillage, où il y a un obstacle, vous pouvez commencer à contourner. Et donc, je m'attends à un essor des thérapeutiques, et on assiste déjà à un essor des thérapeutiques, pas tant par des thérapies géniques, qui sont des promesses que je crois un tout petit peu illusoires, mais je crois par contre beaucoup à la compréhension des mécanismes qui donnent des idées de médicaments, soit des médicaments nouveaux, soit, mesdames et messieurs, des médicaments existants dont on ne connaît même pas les vertus thérapeutiques. Il y a plein de médicaments sur les rayonnages des pharmaciens, des pharmaciennes, mais on ne sait pas parfaitement quel médicament marche pourquoi. Ce qu'on appelle le repositionnement de médicaments, où on découvre un beau matin que tel médicament qu'on donnait pour la leucémie, ça peut traiter une maladie neurologique. Et ça, ce n'est pas des carabistouilles que je vous raconte, puisque je vous raconte mon expérience personnelle. Alors ça me conduit à ma deuxième question. Après, je vais laisser la parole au public. Est-ce que l'arbitrage que vous avez évoqué tout à l'heure entre médecine de demain innovante et médecine ignorante et qui, parce qu'elle est ignorante, coûte cher, est-ce que le véritable arbitrage n'est pas plutôt entre cette médecine innovante qui coûte cher, alors voilà, c'est un peu provocateur comme question, je reconnais, pour des résultats incertains, je parle des thérapeutiques, pour des résultats incertains, enfin en tout cas, voilà. Et d'un autre côté, l'action sur les déterminants sociaux de la santé, qui, au plan de la solidarité, aurait des effets certains, plus rapides, etc. Donc voilà, au plan de la solidarité, qu'est-ce qui est préférable? Je vais vous dire, aujourd'hui, une thérapie génique, ça coûte 2 millions d'euros par tentative. 2 millions d'euros.
C'est beaucoup d'argent, 2 millions d'euros. Tu peux en faire des choses avec 2 millions d'euros. Hein, par malade. Hein. Cela dit, si on a une maladie génétiquement homogène, prenez une maladie comme la drépanocytose, une maladie qui touche beaucoup les populations africaines, antillaises, maghrébines, c'est de loin la maladie génétique la plus fréquente en France aujourd'hui, pour des raisons de démographie. C'est une mutation, un gène, une mutation, il y a un truc. Aujourd'hui, ça coûte 2 millions d'euros. Mais là, je trouve que ça vaut le coup d'y aller, parce que si aujourd'hui ça coûte 2 millions d'euros, demain ça va coûter 200 000, après-demain 20 000, et si vous gardez à l'esprit qu'un patient drépanocytaire a une espérance de vie de 35 ans, et qui va mourir au bout de 35 ans, après avoir coûté extrêmement cher à la société, 3 à 4 millions, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Donc il y a un certain nombre d'indications où je vous suis. L'innovation est très coûteuse, mais c'est un investissement pour l'avenir. Parce que, pour des maladies fréquentes, homogènes, ça vaut la peine de consentir cet effort, parce que demain, ça va transformer l'espérance de vie des patients. Je pense aux petits-enfants qui naissent avec la drépanocytose. Et aujourd'hui, c'est évident que ces bébés qui naissent aujourd'hui de la drépanocytose, on est sûr qu'il y aura, avant 35 ans pour eux, une thérapie génique. D'où la nécessité, et c'est là que je vais dans ton sens, quand un petit enfant naît avec la drépanocytose, il faut garder son sang du cordon. Parce qu'avec ces cellules souches du sang de cordon, on lui fera dans peu de temps une greffe autologue après thérapie génique de ses propres cellules hématopoïétiques. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y a des investissements qu'il faut savoir consentir, parce que s'ils sont extrêmement onéreux aujourd'hui, ils seront une source de traitement pour demain. Tout à fait. Je vais me permettre juste une question, et d'abord une observation, c'est de dire le bonheur qu'on peut avoir d'entendre une argumentation éthique aussi étoffée, aussi détaillée, à la fois tenue par le médecin que tu es, et puis par l'homme qui a assumé des responsabilités politiques. Et c'est vrai que tu nous as montré quel type de critères on doit mobiliser dans un contexte limitatif, où on doit hiérarchiser selon un certain nombre de priorités, mais aussi avec une vue, un petit peu une visée qui serve la cause commune, y compris ceux qui viendront demain voir des médecins, c'est-à-dire ce jeu constant. Et on voit tout le clivage, tout le dilemme pour le médecin qui a son malade, mais qui doit aussi avoir une pensée par rapport à des intérêts plus généraux. Et puis j'ai trouvé aussi intéressant, avant de poser ma question, toute cette réflexion que nous on déploie aujourd'hui à l'espace éthique, notamment par rapport aux nouvelles approches médicales dites innovantes de la médecine dite personnalisée ou stratifiée, sur, par exemple, l'innovation incrémentale. C'est-à-dire, on n'est pas uniquement dans la rupture, on n'est pas uniquement dans l'éclat, il y a quelque chose qui se construit. Et quel type de solidarité de génération doit-elle aujourd'hui avoir vis-à-vis des générations futures? C'est la question posée. Donc la question... La question éthique que je pose, c'est comment aujourd'hui, tu n'es pas obligé de détailler la chose, mais on a l'impression que ce qui manque, et ça a été évoqué aussi par Pierre Lascaume à un moment donné, c'est une forme de débat public, c'est-à-dire de conscientisation de la société par rapport à ces solidarités. Non, mais le public ici est un public relativement, j'allais dire, circonscrit. Et ce qui me frappe, juste un exemple parmi tant d'autres, et c'est pour ça que je me permets de poser la question. Dans la campagne électorale, la dernière campagne électorale, au bilan de Nicolas Sarkozy, il y avait un plan auquel on a été associé, et on continue maintenant en tant qu'espace éthique MMD, c'est le plan Alzheimer. Il concernait chacun d'entre nous, il concernait la société, c'est une question de fond dans la société. Pourquoi, je me permets cette question, d'un point de vue éthique, les politiques ne considèrent pas qu'il y a un enjeu politique à poser ces questions politiques à la cité, et à inclure, j'allais dire, la cité dans les décisions qui se prennent et dans les arbitrages? Écoute, Emmanuel, je suis très à l'aise pour te répondre parce que j'ai fait remonter, pendant la campagne de 2012, exactement les mêmes arguments que toi. Je lui dis, Monsieur le Président, parlez de ce que vous avez fait, pas seulement à la Bellevilloise, parlez-en, racontez qu'on est en train d'inventer la médecine de demain, parlez du plan Alzheimer, parlez du plan Massel Maladies Rares, parlez des IHU, parlez de la réforme des organismes. Dites que c'est le maillot jaune qui tire le peloton et pas l'inverse. Dites-le, puisque c'est vrai. Dites-le.
eh bien, tout ce qu'on a voulu faire remonter dans le domaine de la santé et de l'enseignement supérieur a été barré. Pourquoi c'est barré des campagnes? C'est ça ta question. Je crois qu'il y a deux réponses à ça. La première réponse, c'est que ce n'est pas assez clivant politiquement. Ce n'est pas assez clivant politiquement. Je dis fièrement qu'il y a un consensus droite-gauche sur ces questions. Le courage, c'est d'y aller. Parce que tout le monde est d'accord pour dire les choses. Mais quand il faut y aller, c'est plus la même chose. Donc, première réponse, je crois que ce n'est pas assez clivant politiquement. Et je crains que ce ne soit pas encore assez clivant la prochaine fois. Et deuxième réponse, je crois que c'est compliqué à expliquer. C'est des trucs compliqués. Quand on présente une note à un techno, lui parlant d'un projet, un plan santé 2017, il dit « Oh là là, ce que c'est compliqué ton truc !» On s'endort, on ne comprend rien. Donc, un, ce n'est pas assez clivant. Deux, nous autres, on n'a pas été capables de trouver les mots simples, justes, pour que les citoyens s'approprient cette question qui est vraiment une question citoyenne qui devrait faire leur. Donc c'est notre faute, à nous, les professionnels, d'avoir été incapables d'articuler des questionnements de manière suffisamment simple. Et c'est la faute des politiques de renoncer simplement parce que ce n'est pas assez clivant. Oui, oui, je sais, mais il y a monsieur qui veut parler. Messieurs, dames, bonjour. François Lamy, Filimage. J'ai une question, docteur. C'est super ce que vous avez dit, c'est beau. Non, si, c'est très beau, mais c'est un langage de vérité qui est rare. Cependant, voilà, c'est ça, exactement. Non, mais je suis sincère quand je dis ça, hein, vraiment. Mais cependant, il y a quelque chose que j'ai pas tellement apprécié dans votre discours, c'est pourquoi vous dites pas la vérité à un patient. Parce qu'un patient, je pense, vu que ce matin, il y avait un débat sur... Attendez. Après 83, il paraît que les profils ont changé. Bon, bref, je ne sais pas. Après 83, les profils mentaux ont changé. Les gens après 83. Non, mais bon, je vous expliquerai pourquoi. Comment dire. Et un patient, et je comprends bien qu'avec toutes les réserves que vous pouvez faire, il peut très bien entendre et comprendre le profil. Pourquoi ne pas lui dire la vérité en disant, vous avez... Enfin, la vérité sur sa maladie qui est inguérissable. Je ne sais pas, ou j'ai mal compris. Si je détiens une vérité, je la livre. Mais si j'ai un doute, je ne fais pas part de mes inquiétudes. C'est ça que j'ai dit. Parce que c'est difficile de dire à un patient, voilà, j'ai un variant, je ne sais pas s'il est neutre ou s'il va vous coller un cancer. Enfin, vous me voyez dire ça? Ben, c'est tout, je ne le dis pas. Je garde mes hésitations pour moi. On donne un rendez-vous l'année suivante. Je trouve que c'est la responsabilité médicale de protéger, parce que ça c'est la méthode anglo-saxonne, de tout balancer. Et les jeunes d'aujourd'hui en France font la même chose. Ils vous font le déroulé du textbook et ils vous balancent toute la purée. Mais ça, moi, je peux pas endosser ce truc-là. Si on était sûr, monsieur, je veux dire, voilà, j'ai vu ce variant, je suis certain que sa pénétrance est complète et que voilà ce qui va arriver. Mais dans le doute, abstiens-toi. Hein? Qu'est-ce que c'est le proverbe qui dit ça? Dans le doute, abstiens-toi. On a aussi, peut-être vous trouvez que c'est un peu paternaliste, mais les gens, ils viennent me voir, pas seulement comme un technicien, mais aussi comme un homme, pour les aider à se reconstruire. Je vois combien de parents détruits par des paroles meurtrières comme ça, des coups de fusil, boum, comme ça. Et pourquoi on va voir un vieux aux cheveux blancs? On va voir un vieux aux cheveux blancs, après une parole meurtrière, pour aider à se reconstruire. Quand 15 ans, 20 ans après, les propos du Blanc-Bec ont été démentis par les faits, et que ça ne s'est pas passé. On a dit que l'enfant mourrait, il ne mourra pas, qu'il ne marcherait pas, il marche, qu'il ne parlerait pas, il parle. Ben, au bénéfice du doute, moi je préfère protéger mes patients. Mais j'assume, hein. Alors, je ne vais pas forcément enrober mon propos parce que ce n'est pas ma façon de faire. Moi, il y a quelque chose qui m'a dérangée dans votre approche. J'avais vraiment l'impression, pendant votre exposé, que vous cherchiez à nous convaincre du bien fondé de vos démarches et notamment de votre implication politique. Et je trouve ça dommage, après les exposés qu'on a eus ce matin, qui allaient plus dans le sens de ensemble autour du patient. Et je trouve que votre regard très pointu, très spécifique,
qui est lié aussi à votre métier, à votre formation, à votre expérience, finalement fait perdre un peu la globalité de l'accompagnement du patient d'un point de vue très clinique? Moi, je voudrais apporter un point au débat. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, je ne suis pas du milieu médical, c'est que vous avez remis la problématique dans la cité et que entre le malade et le médecin, il y a aussi des décisions. Et ces décisions, elles sont d'ordre économique et donc d'ordre politique. Et qu'il y a un moment à affronter la chose. C'est-à-dire que l'évolution de l'hôpital, l'évolution de la relation de soins, c'est aussi une question économique. Ce n'est pas qu'une question, je dirais, de savoir-faire médical, et que, pour moi, l'éthique, dans la prise de décision politique, elle intervient et elle a sa place entière. Et c'est pour ça que je trouve que votre intervention, comme celle qu'il y a eu ce matin de Madame Yazid, elle remet au centre du débat la question de la décision. Comment, dans la cité, la décision, en démocratie, se prend. Décision qui n'est pas facile, qui est susceptible de recours, et il convient donc de faire participer l'ensemble des acteurs. Et c'est à ce titre que je trouve que votre présence aujourd'hui se justifiait pleinement. Je voudrais réagir aux deux dernières interventions, parce que toutes les deux m'ont apporté quelque chose. Votre éclairage, madame, qui met... la question de la politique au sens noble, pas la politique politicienne, c'est la cité, les arbitrages douloureux qui sont les nôtres. Je vois Martin Hirsch qui se bat comme un beau diable pour sauver la paix, en essayant de gagner 6 minutes. 6 minutes pour sauver la paix. Et regardez comme l'incompréhension. Peut-être que la méthode n'était pas bonne, peut-être. Peut-être qu'il n'a pas assez convaincu, ou trop, je ne sais pas. Mais c'est très important de prendre conscience que si on se bâche maintenant, c'en est fini de notre système de protection sociale, solidaire et frugale. Je vous l'annonce, on sera dans une médecine à 2 vitesses. Je la vois déjà poindre le nez. Je résiste tant que je peux, mesdames et messieurs. Je trouve toujours des solutions, même pour les pauvres, pour leur donner accès au plus de reséquençage. On trouve des systèmes. Et il y a la cité, mais je voudrais aussi parler des partenaires. Vous savez, quand je n'ai pas les sous, ni de la santé, ni de la recherche, pour faire un test génétique qui s'impose, et que les parents ne peuvent pas m'aider, je ne veux pas l'argent des parents, je sollicite les employeurs, les DRH, les comités d'entreprise, les associations, les fondations. Donc une partie de mon activité de médecin, ça peut-être vous fera sourire, madame, et ce n'est pas de la médecine, c'est justement de convoquer les autres acteurs dont vous avez parlé, madame, et politiques, mais aussi économiques, en disant essayez de m'aider, faites un don, il sera déductible de l'ISF dans la proportion de 75%, vous ferez un don à la Fondation Imagine, et avec ça, on va résoudre un certain nombre de problèmes des enfants. Vous vous rendez compte que la vie des familles peut dépendre de 1 000 ou 2 000 ou 3 000 euros qu'on a et qu'on n'a pas, que leur vie en dépend. Enfin, c'est terrible. Dire à une maman, c'est un accident, ça ne recommencera pas, vous pouvez avoir un autre enfant. Ça a un coût, mais ça n'a pas de prix. C'est ça qu'ils attendent de nous. Et là, ce n'est pas seulement le médecin, ce n'est pas seulement le chercheur, ce n'est pas le conseiller de Nicolas Sarkozy, c'est aussi l'acteur dans un système pluraliste où il y a aussi des comités d'entreprise, des associations, des clubs Rotary, des clubs, tout ce que vous voulez, des clubs Lions Club, machin, et moi je convoque tout le monde. Jusqu'à ce qu'on arrive à réduire les dépenses à un niveau qui le rendra à nouveau accessible au plus grand nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec tous les partenaires, madame a cité le politique, mais aussi le monde économique, à mon avis, devrait, et le fait d'ailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer comme les Françaises et les Français sont généreux. On le voit au Téléthon chaque année. Le Téléthon ne nous aide pas, hein, du tout. Pas du tout, sachez-le. Mais on voit comme les Françaises et les Français sont un peuple solidaire et généreux. Et vraiment, ils se mobilisent. Et pratiquement pas une seule fois, j'ai buté sur un problème de financement lorsqu'il s'agissait de faire un sursaut de générosité pour résoudre le problème d'une famille. Même les familles les plus pauvres. Encore une question? Une dernière peut-être.
à moins que d'autres en aient. C'est sur la question que vous avez évoquée du droit de savoir, finalement. Mais savoir quoi? C'est ça. Partager mes doutes? L'incertitude, c'est savoir quoi, monsieur? Qu'il existe une incertitude, c'est déjà en soi un savoir qu'on peut choisir de transmettre ou non. Choisir Parfois, quoi? Voilà. Dire que je sais pas interpréter, que j'annonne un texte, comme quelqu'un qui annonnerait du grec, du latin ou de l'hébreu. On en est là. Voilà. Vous croyez qu'on a un savoir? En fait, on annonce le génome. Vous croyez qu'on connaît le génome? On annonce le génome. Est-ce que je suis plus clair, là? Parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de la certitude. Il y a 3 types de variants. D'accord, j'ai compris la question. Il y a 3 types de variants. Ceux qui sont certainement causaux, ceux qui sont certainement innocents, et 80% des restes, c'est des variants dont on ne connaît pas la signification. En anglais, on appelle ça des VOUS, Variant of Unknown Significance. Voilà le mot pudique qu'on emploie pour 80% de notre intelligence du génome. Vous appelez ça un savoir, j'appelle ça de l'ignorance. Voilà. Oui, mais la question qu'on peut se poser quand même, et c'était le sens de ma question, c'était finalement, est-ce que le médecin est encore maître de ce processus par lequel le patient apprend même des non-savoirs, même des incertitudes. C'est-à-dire qu'avec Internet, avec l'information par la parentèle, avec Si vous les voyez arriver, ils ont commandé pour 3 000 € sur Google leur génome, ils ont envoyé la salive, on leur a envoyé, ils reçoivent une liasse comme ça, vous voyez, comme ça un fichier de 3000 pages qui me pose sur le bureau. C'est ça un service? Donc vous le trouvez que ça médecin c'est éthique? restera maître de toujours. Vous trouvez que ça c'est éthique de balancer des données comme ça, illisibles par le sujet qui s'est fendu pour une information qu'il n'est même pas capable d'interpréter? Donc je vous dis, même les sachants sont illettrés en génomique. Ah, Martine. Une dernière question. Martine. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Ah. C'est le témoignage d'un certain nombre de familles qui ont justement eu connaissance du fait que leur enfant avait un variant XWY 2, 3, 4, 5, etc. Mais eux, ce n'est pas ça qui les préoccupe. Ce qui les préoccupe, c'est avec ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour leur enfant? Donc, à quoi ça mène? Or, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, on n'en sait rien du tout. Et ça, est-ce que vous imaginez combien il est difficile, il est très complexe de vivre avec cette idée-là? Donc, certaines familles ont dit, on aurait préféré ne pas le savoir. Parce qu'en ce moment, cela ne nous sert strictement à rien. Merci Martine. Souvenez-vous de ce chiffre. 10, 10, 80. 10% de certitude que c'est morbide, 10% de certitude que c'est normal, 80% d'illettrisme. Les généticiens sont des illettrés, mesdames et messieurs. Sur les 10% où vous avez une certitude, donc le nom d'une maladie rarissime. Je viens de voir pour la première fois de ma vie un syndrome de Kabuki. Il y en a une centaine, je crois, dans le monde. Bon, pourquoi c'est important pour la famille, madame? Parce que ça m'a étonnée. Tous les parents me disent je suis soulagée de savoir ce qu'a mon enfant, bien qu'il n'y ait pas de traitement. Parce que, malheureusement, quand ils viennent devant vous, monsieur, ils ont déjà entendu et vu beaucoup de médecins, de mon genre plutôt, médecins de rééducation, neuropédiatres, etc. Et quelques-uns d'entre nous se contentent de ne pas être clairs, c'est le minimum, et de laisser fleurir des soupçons sur une éventuelle culpabilité des parents. Donc, pour les parents, ne pas demander un diagnostic possible à obtenir, c'est faire une faute de plus. Et c'est pour ça que tous ceux que je suis au très long cours, des dizaines d'années, je vieillis avec eux,
je les ai tous trouvés contents d'avoir le nom de... Bon, néanmoins, la dame qui vient de parler a raison. Ils viennent aussi demander un traitement. Et là, je pense que bien que le généticien, vous, qui voyez des enfants de la France entière, d'autres moins connus que vous, bien que vous soyez submergés par votre propre tâche, c'est un devoir de les aider, au moins en le disant, à aller vers, mais vous savez, guérir cette maladie-là un jour, mais pas maintenant, nous ne savons même pas quand. Mais par contre, je sais qu'il y a toute une gamme d'établissements et services à la disposition de leur enfant, de votre enfant, pour qu'il ait le meilleur développement possible. Et là, avec des jeunes enfants, pouvoir dire ce sont les centres d'action médico-sociale précoce, et puis un de vos adjoints sort le nom du côté de Montpellier, ou d'où qu'ils viennent, je suis sûre que vous envoyez de la France entière, c'est très important, très important. D'autre part, il y a la question, excusez-moi, Internet. Vous donnez un diagnostic, vous le revoyez, ce qui est souvent fort utile, et ils viennent avec Internet. Internet a dit, et ils sortent un pronostic Internet. Et c'est très important aussi, ça demande 5 minutes de plus, de leur expliquer qu'Internet donne une vérité pronostique qui est une vérité statistique. Tous les enfants qui quittent la Terre ont ces types de problèmes. Mais chaque enfant, avec le même syndrome, sera différent du voisin. Et ça, ce sont des choses que même quelquefois les neuropédiatres, voire les pédiatres et les généralistes, n'étant pas dans nos domaines, ne peuvent pas dire. Que dans toute maladie, après, le destin est vraiment individuel et que les parents et tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils pensent jouent autant pour le pronostic que ce qu'ils lisent sur Internet et même beaucoup plus. Mais il faut que ce soit le même homme sachant qui dise ça. Hein, il faut qu'ils entendent l'ensemble, je crois. Hein, ça ne prend pas beaucoup de temps. Parce que sinon, la vérité Internet est un drame de plus. Voilà, très bien, merci. Merci beaucoup.